Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau podcast, mais avant toute chose, si vous souhaitez sortir de la stagnation, je vous invite directement à télécharger notre programme gratuit disponible dans notre bio Instagram. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez la majorité des informations directement disponibles sur notre site. Et si vous souhaitez vous former ou tout simplement devenir un meilleur athlète, vous avez tout ce qu'il vous faut directement sur notre Podia. Vous avez des formations qui traitent aussi bien des mouvements que de la planification. Vous trouverez forcément quelque chose qui devrait vous plaire. Et ce soir, on se retrouve pour un nouveau podcast sur un sujet où on va essayer de mêler à la fois des aspects théoriques et des aspects qui sont liés à nos propres pratiques. On est parti d'un constat, en fait, avec Romain et Souleymane, en voyant deux posts Instagram. On a vu le post de Bryce Lewis et un post de Joe Stanek, Joe Game Day, que vous connaissez peut-être sur les réseaux, qui parlaient de leur carrière dans le powerlifting, des hauts et des bas. C'est quelque chose dont on parle un petit peu moins en général. Souvent, on aime bien les success stories et quand ça se passe bien. Mais voilà, pour la plupart d'entre nous, on commence à avoir un temps de pratique plus ou moins important et on a encore ou pas parfois envie de s'entraîner. Et Joe Stanek disait justement que lui, ça faisait 15 ans qu'il s'entraînait, qu'il aimait toujours ce sport, mais qu'il avait envie un peu de s'en détacher. Et en parallèle, on a Bryce Lewis, que vous connaissez un peu le GOAT, qui expliquait que lui, il allait passer en master, je crois, c'est ça? Il allait rentrer voilà, dans la catégorie des masters et que bah, lui, l'entraînement, il commençait à se dire que c'était peut-être pas le début de la fin, mais en tout cas que son pic un peu dans sa carrière était un peu passé et qu'il fallait quand même continuer à s'entraîner parce qu'il aimait ça. Et donc on s'est dit qu'on allait échanger un peu là-dessus ce soir. Et je commence les gars directement avec une question tout à fait transparente. Mais est-ce que ça vous est arrivé dernièrement, vous, de vous demander pourquoi vous avez fait ce sport et si vous avez eu des périodes un peu plus difficiles à l'entraînement? À peu près à chaque picking, j'ai envie de dire. On enlève le picking. Le picking, on va dire, c'est l'interdit. Ouais, bah, on reviendra là-dessus, mais je pense que on peut pas forcément passer outre le picking. Mais sinon, je crois que c'était fin 2017, bah, j'ai arrêté la FA. Il y a peu de gens qui le savent, mais j'ai arrêté pendant 3 4 mois. Et parce que j'aimais plus ça. Et à chaque fois que j'allais sous une barre, je me demandais pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que tu fais, gros? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, bah, j'ai arrêté et j'ai fait de l'athlétisme. C'était très sympa, j'ai bien aimé l'athlétisme. Et j'ai repris de manière complètement random parce que je pouvais aller gratter un 20 sur 20 au bac de sport en passant sportif de haut niveau. Donc je me suis dit, allez, let's go. Et du coup, j'ai repris la FA et en même temps, bah, ça m'a refait kiffer, etc. Et c'est ça qui a relancé un petit peu ma passion pour ce sport. Mais bah, du coup, j'ai pas eu 20 parce que c'était trop tard pour avoir, pour avoir le 20 en bac de sport. Mais j'ai repris la FA, donc c'était cool. Ok, et toi, Romain? J'allais dire, je pense que quand t'es blessé, surtout longtemps, tu vois, moi ça m'est arrivé, je me souviens que j'en avais parlé un peu à Soulé parce que bah, il y a un moment où, tu vois, où je pense sur mes 2 premières années où je progressais vachement bien. Et, bon, c'était l'année du Covid, etc. Et puis après, je suis monté de KT. Donc en plus, pendant, tu sais, quand tu montes de KT, il y a parfois un petit temps sur lequel il faut que tu acceptes que tu es un peu moins compétitif. Juste le temps de te faire à ta nouvelle KT de poids, etc. Puis dans la foulée, je me suis blessé. Donc en plus, ça a duré longtemps. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Et bah oui, clairement, quand tu fais tes entraînements et que le lendemain ou même le jour même, tu es allongé dans ton lit, tu n'arrives pas à bouger la jambe, tu te dis, bon, le squat de ce soir, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, moi j'ai eu beaucoup ça et je pense qu'en période de blessure et surtout quand on n'a pas les progrès qu'on veut, c'est très compliqué parce que je pense que c'est un sport qui, mine de rien, on demande beaucoup, comme beaucoup de sports individuels, mais mine de rien, bon, bah, quand tu es à l'entraînement, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur, tu as des choses que tu dois faire pour progresser. Et je pense qu'il y a une quantité d'athlètes qui se mettent une grosse pression pour performer à l'entraînement. Et cette pression, elle n'est pas forcément positive d'un point de vue performance. Donc, oui, moi, ça m'est arrivé, mais je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens. Et je pense que ça a été ton cas aussi, Roman, à un moment, non? Bah, moi, j'ai pas eu une période définie où j'en ai eu marre ou quoi de l'AFA. C'est qu'en fait, voilà, j'ai eu pas mal de galères qui souvent, en fait, m'ont pas permis. Enfin, je dirais que c'est le cadre qui me permettait pas de mettre toutes les ressources que je voulais en fait dans l'AFA. C'est-à-dire que c'était pas spécialement, j'étais pas dégoûté de ce sport, mais je me rendais compte que j'aimerais pouvoir m'investir plus, mais pour un ensemble de facteurs un peu exogènes, c'était difficile de pouvoir m'investir plus. Et donc, ça te demande un peu comment dire, ça te demande un peu de réfléchir ta pratique différente. Et il n'y a pas plus loin que, voilà, moi,
10 jours, je me suis fait opérer de la jambe pour 3 fois rien. Hein, c'est une varice, hein, c'est rien de assez cosmétique. Mais là, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, bon, tu t'es blessé au championnat d'Europe, je me suis déchiré un quad, donc bah, les 2 mois qui ont suivi, c'était pas terrible hein, l'entraînement. Hein, quand tu squats et que t'as mal, bon, c'est pas le kiff day. Surtout quand tu as une blessure, déjà tu as mal et en plus tu squattes moins. Donc tu sais, tu Ouais, te c'est dis, ça, c'est double j'ai peine. mal, je me fous à fond dans l'entraînement et en plus je suis moins bon qu'avant, c'est pas cool. Ouais, et en plus de ça, tu sais que c'est ça la solution. Enfin, tu sais qu'il va falloir que tu reprennes du mouvement. Et en fait, c'est pas juste attendre, quoi. Donc, tu as un peu ce truc bizarre. Donc, je fais ça. Je fais enfin, la prep complète, c'était super bien passé. Je me blesse. Je reviens. J'ai rendez-vous chez le médecin. Il me dit opération. Donc, en fait, là, je sors les meilleurs blocs de ma vie. Je sors des grosses dingueries. Mon meilleur niveau ever. Et en fait, bah, pas possible. Et là, je me suis dit, en fait, c'est le moment un peu de vérifier aussi que j'aime ce sport. Tu vois. C'est le moment de vérifier que. Et puis, il y a aussi une particularité pour tous les trois, c'est que c'est aussi notre métier. C'est-à-dire que nous, il y a, chaque fois qu'on s'entraîne, c'est aussi nous-mêmes notre image de marque. Parce que bah, enfin, là, si tu as tout le savoir du monde, mais que tu squattes 80 kilos, bah, c'est qu'il y a peut-être un problème dans ton savoir. Donc, il y a quand même une cohérence entre tes perfs, ton physique et ce que tu vends, en fait, tout simplement, ce que tu proposes comme service. Mais c'est un sport où, vu le temps que ça te prend, il faut quand même que tu kiffes ça. Et moi, je me suis dit, ouais, en fait, est-ce que j'aime encore ce sport? Et moi, je me suis clairement dit, ouais, en fait, même si demain, je pouvais plus faire de comp, en fait, je kiffe m'entraîner, en fait. Vraiment, c'est un truc que j'aime bien faire. Et bizarrement, ça m'a fait du bien de me poser ces questions, parce que c'était devenu un peu mécanique, je pense, avec l'enchaînement des compétitions. Et puis, il y a aussi, moi, il y a aussi un autre aspect. Moi, j'ai beaucoup de consultes en prépa mentale, où, en fait, le premier rendez-vous, eh bien, on essaie de voir aussi un peu quelle est la place que le sport prend dans la vie de l'athlète, en fait. Et il y a beaucoup d'athlètes qui pensent que la solution à pouvoir durer, c'est de s'investir toujours plus. Sauf que quand tu t'entraînes déjà 4 fois par semaine, que tu manges comme il faut, que tu vis F1, que tu dors F1, que tu regardes de la F1, bah, la solution, c'est pas de doser plus. La solution, c'est de doser différemment. Et ça, je pense que c'est un truc dont on parle pas trop parce que c'est un peu. En fait, c'est simple, c'est que si ça se passe pas bien à l'entraînement, les gens postent pas. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est. En fait, on n'en parle pas. Et de temps en temps, bah, Bryce Lewis met une vidéo, il pleure, et puis tout le monde dit ah, mais c'est vrai, moi aussi ça m'arrive. Bah ouais, mais en fait, ça arrive. Enfin, pas forcément pleurer, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde un peu d'avoir des downs à l'entraînement, quoi. Ouais, T'avais quelque ouais, chose à carrément. rajouter là-dessus, toi? Ouais, bah juste en fait, moi je trouve ça intéressant ce que tu as dit, et on parle souvent du nombre de ressources qu'on a pour la programmation, etc. Et on a aussi et surtout un certain nombre de ressources au niveau du mental. Et bah, par exemple, si on doit enchaîner, c'est pour ça que je voulais y revenir quand tu as parlé du picking, mais si on doit enchaîner 10 compétitions dans l'année avec 10 préparations super intenses, où pour chacune d'entre elles, on doit faire 1 milliard de sacrifices pour être au taquet à l'entraînement, pour optimiser la récupération, éliminer toute sa vie sociale, etc., bah, au bout d'un moment, à part si t'es Robocop, bah, tu vas finir par, par devoir lever le pied un peu, tu vois. Ah, Donc, clairement. c'est aussi pour ça que on force un petit peu les athlètes à lever le pied au moins une semaine après la compétition pour pouvoir derrière récupérer autant qu'il le faut, que ce soit au niveau physique, mais surtout au niveau du mental, et pas craquer à un moment opportun en plein milieu de la saison, en préparation d'une grosse échéance, par exemple. Donc vraiment prendre le temps de lever le pied, parce que au contraire, c'est pas une perte de temps malgré ce qu'on pourrait croire et ce qu'on pourrait ressentir, et c'est vraiment un gain de temps par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on levait pas le pied à ce moment-là, en fait. Ouais, carrément, parce qu'en fait, quand tu fais cette petite semaine off, généralement, tu as les premiers jours où tu te dis, ah, ça va me faire du bien, de toute façon, j'en ai marre de la FA, etc. Et dès la fin de la semaine, tu es là, bon, quand est-ce qu'on reprend, tu vois? Et si tu es dans ce cadre-là, bon, bah, c'est que tu as accumulé de la fatigue, peut-être un peu de frustration. Et à ce moment-là, ça fait du bien de reprendre une prog. Et si au contraire, tu te dis, ah, bah, cette semaine sans entraînement, franchement, c'était la meilleure semaine de ma vie, bon, bah, à ce moment-là, il y a peut-être aussi des questions à se poser au niveau de la pratique. Et je pense que c'est même pas la pratique, c'est aussi comment on la conçoit. Quelle est la pression qu'on se met, etc. On en parle souvent, mais c'est un sport qui est devenu très compétitif, mais qui était essentiellement peuplé par des amateurs, si je peux dire. Et ce qui fait que, bah, en fait, on passait de débutant à viser le haut niveau très rapidement, sans vraiment qu'il y ait de transition, tu vois. Alors que dans d'autres sports plus populaires, cette transition, elle prenait beaucoup plus de temps à se faire. Tu avais le temps de l'envisager, etc. Là, c'est limite, tu fais tes premiers pas et pour certains athlètes qui sont doués génétiquement,
il y a cette possibilité quasiment de faire les France dans l'année. Et tu passes vraiment de ta première compétition à direction les championnats de France. Donc c'est un peu particulier aussi. Ouais, je suis d'accord, il y a un contexte qui fait que tu as moins le temps de te poser la question si tu aimes ça. Tu vois, si tu fais un sport un peu à droite à gauche, tu fais la séance d'essai, tu vas jouer un peu au foot et puis tu dis, bon, allez, est-ce que je vais en faire ou je vais pas en faire? Et là, c'est, ah ouais, ok, tout le monde vient de dire à la salle, ouais, mais tu as un bon potentiel, tu pourrais faire les France. Et puis, ah ok, moi, c'est bon, c'est le sport. Et puis, bah, le lendemain, le pseudo Insta, il est modifié. Tu passes Ouais, c'est ça. de Jean. Nom de famille à Jean.powerlifting. Ouais, c'est ça. Et voilà, en fait, et c'est parti. Et il y a beaucoup d'athlètes, souvent des jeunes athlètes. Moi, je suis justement, c'est une question que parfois je le pose radicalement, c'est leur dire, mais est-ce que t'aimes toujours ce sport en fait? Tu me dis, ouais, mais on a tout testé, j'arrive plus à progresser, pourtant on fait ce qu'il faut et tout. Et là, je demande parfois radicalement, mais est-ce que t'aimes encore ce sport-là en fait? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu as envie de faire? Parce que si tu y vas à chaque fois, enfin, l'entraînement, ça doit rester un plaisir, hein. Enfin, il faut être très au clair là-dessus, hein. Pour tous ceux qui nous écouteront, le pourcentage d'athlètes qui peuvent vivre de ça et pour lesquels concrètement ça peut devenir leur vie, ça reste un pourcentage de sport de haut niveau. C'est pas 50%. Et ça, il Mm. faut l'avoir en tête, je pense. Et je voulais aborder avec vous justement maintenant l'autre casquette, parce que là, on a un peu abordé nos expériences personnelles. Je voulais reprendre un peu avec vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous faites concrètement, qu'est-ce que vous utilisez comme stratégie avec vos athlètes quand vos athlètes sont dans une forme un peu on pourrait dire un peu un burn-out sportif, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait dire. Mais qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez des exemples? Voilà, je vous propose qu'on parte un peu là-dessus, parce que je pense qu'on en a tous rencontré. Et peut-être qu'on peut faire un petit retour d'expérience comme ça, s'il y a des viewers qui se reconnaissent là-dedans, eh bien, ils pourront sans doute essayer d'appliquer ces stratégies. Alors pour moi, il y a un premier truc à faire qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on pourrait chercher en termes de programmation pure. C'est pour ça que c'est bien quand on est, quand on est coach de mettre un peu de côté l'aspect robotique et calcul. C'est de chercher à remettre un peu d'adhérence et généralement ça passe par beaucoup de changements en fait. Il faut que l'athlète, souvent, en fait, il ait l'impression de, ouais, c'est ça, de faire de faire des choses différentes et que ça le sorte un petit peu de sa routine. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont passés par une phase musculation, hypertrophie classique. Et souvent, le fait de se mettre un petit peu en pause sur les mouvements de compétition pendant une période courte, pas forcément les arrêter complètement, mais peut-être les mettre un peu plus de côté, ça peut permettre de justement retrouver plaisir parce que bon, bah, tu te fais plus écraser par une barre, tu n'as plus des vaisseaux sanguins qui pètent, etc. Juste, tu as ton petit pump à la fin de ta séance, tu es content, tu fais les machines que tu aimes bien. Ça, je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, moi le premier, hein, parce que j'alterne souvent la manière dont je répartis ma semaine. Au final, les exercices, ils ne changent pas forcément. Mais je sais que bon, bah, parfois, je suis dans ma période power et j'ai envie de faire des mouvements de compétition tous les jours. Parfois, comme un petit peu actuellement, bah, j'ai mes séances power sur lesquelles tu vois, je suis vraiment en mode power, machin, je mets mon singlet, etc. Et sur d'autres séances, j'ai juste mon bench et tout le reste, c'est des exercices d'hypertrophie. Et là, je suis content parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de faire toujours la même chose. Tu vois, j'ai des séances qui sont vraiment dissociées. Et donc, même si j'ai mon développé couché au début de séance, bah, ça se passe très bien. Et pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression de faire deux fois la même chose, quoi. T'es un peu un power builder en fait. Ça y T'as est. un power builder, c'est parti. Il l'a pas dit, mais voilà, vous avez entendu ce On que l'a vous avez tous compris, entendu. on l'a tous compris. On a tous compris. Et toi, Souley, ouais, donc Romain, la répartition d'exercice et l'adhérence. Et toi, Souley, est-ce que tu as des choses que tu as pu Ouais, mettre en bah place? je partirai un petit peu sur les mêmes choses que Romain. Donc, on fait varier le degré de spécificité. On essaye de changer un petit peu du quotidien et de la routine. Après aussi, moi, j'ai tendance à partir sur, même si on n'est pas un lendemain de compétition ou quoi, partir sur une semaine off. Vraiment, quand je sens que bah, l'athlète, il en peut plus et qu'il est au bord de la rupture, bah, tranquille, viens pas à la salle, profite de tes proches, profite de ta famille, promène-toi, je sais pas, fais ce que tu veux de ta vie. Et ensuite, lorsque tu te sens un petit peu plus frais mentalement, bah, tu reviens et là, on peut voir quelles modifications on peut apporter à la programmation pour que tu t'amuses un petit peu plus à l'entraînement et que tu reprennes goût à cette pratique sportive. Mais ouais, pas hésiter en fait à planifier des semaines off ou des jours off ou quoi de vous-même si jamais vous sentez qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Et en général, bah, comme Roman l'a dit tout à l'heure, on le sent qu'on est dans ce genre de période parce qu'il n'y a rien qui marche. Et à partir du moment où il n'y a vraiment rien qui marche, enfin,
si on a tout testé et que ça décolle pas et qu'il n'y a rien qui va et qu'on voit que l'athlète il est vraiment dans un mood négatif et à chaque retour il est là, il dit ouais vraiment je comprends pas ce qui se passe, ça fait tant de temps que ça dure, moi je fais tout ce que je peux, regarde j'essaye de faire l'alimentation, le sommeil, la technique, je m'applique, ça marche pas, rien ne va, etc. Bah, ça j'en ai eu quelques-uns et au final on le sent qu'il y a un truc qui va pas. Et à partir du moment où on le sent en tant que coach, ça, ça peut paraître un peu dramatique, mais c'est limite notre devoir d'éloigner un petit peu cet athlète de l'entraînement, le temps que ça aille mieux un petit peu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça se passe là-dessus, je vais rajouter une précision, parce que je suis d'accord avec Souvé, quoi. Euh, un athlète je dirais, qui correspond et qui échange suffisamment avec son coach, il y a un peu des signaux d'alerte. Ça vient pas, enfin, c'est très rare, moi, dans mon expérience, c'est très rare d'avoir un athlète qui s'entraîne, puis du jour au lendemain, il y a quelque chose qui va pas. Souvent, ça va un peu se, ouais, ça va, tu vois, ça va se mettre un peu, tu vois, ça va être un peu saupoudré dans l'échange. Ça va être, ouais, bah là, j'ai pas fait mes assistances. Non, je rigole, ça, c'est pour Eliam s'il nous écoute. Ça y est, il a pas pu Ouais. finir. Ah, fou, putain, j'avais besoin de dire exercice accessoire, c'était pas bien. Non, mais tu vois, ça va être des trucs un peu cons. Ça va être, j'ai skippé une séance. Bah, j'ai un peu réduit le nombre de séries parce que j'avais un peu la flemme. Ou le top 7 s'est pas bien passé, je suis rentré chez moi. Tu vois, il y a des exemples un peu qui trompent pas. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un bon coach de dire, OK, bon, on fait le point et qu'est-ce qu'on fait, quoi, concrètement est-ce qu'on réagit tout de suite ou est-ce que c'est juste une mauvaise phase, en fait? Et ça, je pense que c'est important de l'avoir un peu en tête. Mais globalement, je suis d'accord avec vous aussi, cette idée d'aller chercher un peu des trucs qui font que l'athlète s'amuse et n'a pas l'impression de faire toujours la même chose, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Romain, vas-y. J'allais dire ça. En fait, là, j'ai parlé. Enfin, je sais qu'on a parlé un peu des exercices, de même s'arrêter, mais ça peut être juste, encore une fois, garder la même chose, mais peut-être changer un peu les formats, changer la fréquence dans la semaine. Peut-être, je sais pas, pour des athlètes qui s'entraînent 4 à 5 fois, baisser drastiquement le volume et passer sur peut-être 3 jours semaine, voire 2 dans certains cas extrêmes. Bon, après, si on est sur vraiment 2, je pense que le mieux, c'est aussi de prendre une semaine off, tout simplement. Mais oui, pas se fermer aussi à l'idée de pourquoi pas faire une semaine off ou alors aller s'entraîner quand même, mais faire quelque chose de complètement différent, tout simplement sans structure. Arrêter de se demander, OK, qu'est-ce qui est le plus optimal, quel angle de coude il faut que j'ai, etc. Et aller à sa séance et faire tout simplement les exercices qu'on a envie de faire. Moi, je sais que c'est un truc aussi où quand je m'entraînais plus en mode hypertrophie, je suis passé un moment dans une phase où je me disais non, ok, il faut pas que je loupe de training, etc. Parce que chaque entraînement, c'est des sous dans la cagnotte, tu vois. Et chaque entraînement que tu fais pas, c'est un manque à gagner. Et je me disais pareil pour tous mes exercices. Je me disais, ok, bon là, il faut que j'ai mon exercice d'étirement, mon exercice de contraction, il faut que j'ai de la résistance comme ça pour tel angle, etc. Et en fait, le problème, c'est que quand tu t'enfermes là-dedans, bah, tu peux par période aimer le processus, te dire, OK, bon, ça se passe bien, etc. Mais parfois, tu te sens un peu trop contraint. Et en fait, le sport qui était à la base un loisir, un plaisir, bah, ça devient beaucoup plus une contrainte. Et là, je pense que quand l'objectif, c'est pas le haut niveau et qu'il n'y a pas des enjeux de carrière derrière, il faut savoir mettre un peu en pause. Et je sais que j'ai un ami, bah, tu sais, Vincent Roman, que tu connaissais. Ouais, Et ouais. lui, il me disait, c'est très simple, je vais m'entraîner et tu sais, il lançait les dés, quoi, mais au sens propre, tu vois. Il y allait, il disait, bon, aujourd'hui, je vais faire 8 séries de RDL et après, je rentre chez moi, tu vois. Il faisait des séances comme ça qui n'avaient aucun sens, tu vois. Il disait, ouais, bah, je vais faire des élévations latérales, du leg curl et puis je rentre chez moi, tu vois. Il faisait des trucs comme ça. Et en fait, bah, il vit sa meilleure vie. Et je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est aussi important, ça, de réussir à partir d'un moment, à partir d'un certain temps de pratique, réussir à mettre un petit peu de distance avec ses entraînements, réussir déjà, une fois qu'on a quitté la salle, de penser à autre chose, parce que mine de rien, ça demande beaucoup de ressources cognitives, en concentration, en hype, etc. Et aussi se dire que bah, si on loupe un training, c'est pas la fin du monde. Si on se met un peu off pendant quelques temps, c'est pas ça qui va flinguer notre progression. Et comme l'a dit Souley, bien au contraire, parfois ça peut permettre de relancer une envie. Et bah, un athlète investi progressera beaucoup plus qu'un athlète qui va s'entraîner à reculons, même s'il a le meilleur programme du monde. Ouais. Souley, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est à peu près la même chose que Romain Non, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour et juste, bah, si jamais vous êtes des athlètes, que ce soit débutants ou intermédiaires, et que vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation-là, euh, je vais peut-être passer pour un salaud, mais
Si vous aimez pas ce sport, il faut pas vous mettre la pression en mode non, il faut que j'aime ce sport, il faut à tout prix que je pratique ce sport, c'est ce sport ou rien d'autre. Des... je me vends pas bien en disant ça, je m'en rends bien compte, vous en faites pas. Mais si vous aimez pas ce sport, vous forcez pas en fait. Vraiment, c'est. Je pense que il y avait une interview de Thierry Henry par exemple. Donc là, Thierry Henry qui est un footballeur professionnel mais à la retraite. Et les gens connaissent plus Thierry Henry que Slam Stratégie, mais bon. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Et, si tu regardes. Et du coup, la journaliste lui a demandé s'il n'avait pas été footballeur professionnel, qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa vie. Et il a répondu qu'il aurait simplement été footballeur amateur. Donc c'est là où on voit que pour lui, c'était avant tout du plaisir et que son amour du football allait bien au-delà de l'envie de performer à haut niveau, l'envie de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous faites de la FA et qu'au bout d'un moment vous aimez plus, vous n'êtes pas obligé de continuer. Ouais, entre deux séries, n'hésitez pas à prendre votre pote et à le balancer sur le tatami. Et si vous préférez. Les vrais auront la ref. Il y a un autre aspect dont on n'a pas discuté. Moi, il y a deux aspects que moi j'utilise aussi. Premier aspect, c'est de changer un peu les challenges. Je sais qu'il y a pas mal d'athlètes, en fait, ils aiment bien. Je prends un exemple tout con, hein, mais il y a parfois certains athlètes, ils aiment bien essayer de devenir forts, par exemple, sur des exercices qui n'ont rien à voir. Genre, je pense à Yann, par exemple, sur un strict curl. Mais tu vois, ça peut être des trucs. T'en as qui aiment bien faire, tu sais, du 20 reps au squat, tu sais, genre ce challenge d'essayer d'envoyer la plus grosse série de 20 reps, tu sais, le 20 reps squat challenge, ou bien d'essayer de devenir fort sur des exercices un peu non conventionnels. Je sais pas, tu deviens fort sur un incliné, tu deviens fort sur un, je sais pas, un high bar sans ceinture, sans slip, ou l'OHP, ou peu importe. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger. Et il y a un dernier aspect, et celui-là, je l'ai utilisé avec, je crois que j'ai utilisé avec 2 athlètes, et je pense que ça avait bien fonctionné. C'est leur dire de changer d'environnement. C'est un truc qui est un peu négligé, mais il y a beaucoup d'athlètes, en fait, ça les fait chier d'aller à la salle parce que ils sont dans un environnement qu'ils n'aiment pas. Typiquement une salle commerciale. Et un truc que moi j'ai conseillé, c'est par exemple sur 4 séances, peut-être 2 séances à faire par exemple dans une salle associative, si tu as l'occasion d'y aller. Ou bien, je sais pas, tu es dans un basic fit, peut-être aller dans un fitness park. Parce que l'air de rien, tu vois, c'est pas le même environnement, donc t'as un peu cette réaction à la nouveauté. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, c'est ça qui leur manque, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de faire du squat, du bench, du terre, et puis t'es renfo. Et puis, si t'es pas trop, si ta programmation, c'est pas trop la foire à la saucisse, normalement, t'as à peu près les mêmes exercices qui se répètent. Enfin, à peu près, hein, tu ne changes pas toutes les semaines, on n'est pas chez Westside. Enfin, on pourrait, mais je veux dire là-dessus, je pense que tu peux changer de salle, tu vois, et juste tu as accès à des nouvelles machines, tu as accès à des trucs, tu vois, qui te donnent un peu l'impression. Roman, il dit ça parce qu'en fait, il a fait le tour de France des Basic Fit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un jour, un Basic Fit. Et je peux vous dire que d'un Basic Fit à l'autre, la qualité, c'est pas la même. Hein. C'est pas le même orange. Non, c'est pas le même orange. Et même les plaques. Les plaques, c'est pas pareil. Tu as des plaques Ziva, parfois tu as des plaques. Tu as des bumpers cassés. Voilà, et tu as même des plateformes cassées. Ça, c'est le nouveau truc. Et ça, je peux dire, changement d'environnement, c'est génial. Tu fais du terre sur une surface qui est tremblotante, c'est une nouvelle variation. C'est vraiment très bon. C'est un PRO condition, le fameux PRO condition. Mais je pense que ça, il faut pas le négliger. Et puis, je pense notamment à des athlètes qui ont des home gym, en fait. Parce que si tu as un home gym, c'est vrai que l'entraînement, c'est pour beaucoup, c'est un peu quelque chose qu'on fait après le travail. En mode, tu viens de finir ton travail et puis tu as envie de te distraire un peu. Si tu es en home gym, alors que tu viens de te taper un 8h, 18h, et tu rentres chez toi, et puis la seule chose qui doit te motiver, c'est la discipline. Ça va fonctionner, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner 10 ans. Quoi. Donc, j'ajouterais aussi que mine de rien, pour beaucoup, l'entraînement, c'est aussi un moment un peu sociable, tu vois. Et il y en a beaucoup qui disent non, moi j'en ai rien à foutre, je m'entraîne tout seul dans ma cave, etc. Je déteste les autres, tu vois. Alors que en fait, non, peut-être que sur le court terme, tu vas apprécier parce que tu as une certaine, tranquillité que tu pourrais pas retrouver dans une salle commerciale où tu as des gens qui crient, qui font de la Zumba et qui font des exercices bizarres autour de toi, qui sont toujours en train de te. En fait, tu es toujours obligé de regarder ta barre pour pas qu'on te la pique. Mais je pense que, comme tu l'as dit, Roman, ça peut faire du bien d'alterner un petit peu entre les deux pour de temps en temps avoir un peu de rapport humain, mine de rien, parce que je pense à des gens qui, par exemple, travaillent de chez eux, qui ensuite vont dans leur home gym pour s'entraîner tout seuls. Ils n'ont pas 500 machines, ils ont un combo rack, donc en fait, ils font les mêmes exercices en boucle. Bon, il y a un moment, je pense que voir un peu de lumière orange, ça va pas les tuer, tu vois. Ça permettra de changer un peu et je sais pas, peut-être de rencontrer d'autres personnes et d'éviter de s'exploser le crâne, tu vois.
Et donc l'enjeu, c'est aussi, voilà, c'est l'intérêt que tu peux avoir aussi si tu t'entraînes avec des gens, par exemple, qui font partie, voilà, soit des gens avec qui tu peux t'entraîner, qui s'entraînent dans la même ville que toi, ou je pense que ça joue beaucoup aussi. Et il y a aussi un peu cette émulsion collective. Il y a ce truc, voilà, nous, on a pas mal d'athlètes qui s'entraînent ensemble, qui se connaissent aussi, voilà, via notre service de coaching. Et donc, résultat, qui peuvent s'entraîner ensemble, qui peuvent un peu se motiver quand ça va pas trop. Et ça, je pense que c'est un truc, l'environnement, il est un peu sous-coté, je pense. Et je pense que le positif là-dessus, il attire le positif en fait. C'est que si tu vois tout le monde qui est en train de kiffer sa pratique, que pendant tes temps de repos, eh bien, tu discutes avec quelqu'un, même un peu de tout et rien, tu vois, même de l'actualité un peu FH, je pense que ça te donne envie de continuer et ça t'évite un peu voilà, d'arrêter un peu bêtement parce que tu trouves plus trop le sens, quoi. Donc je pense que ça, il faut pas le négliger non plus. Et je trouve qu'à l'inverse, s'entraîner quand il y a une mauvaise dynamique, tu sais, quand il y en a un qui est, par exemple, qui est dans un mauvais mood parce que, je sais pas, il est énervé, etc., bah, souvent, ça a tendance à contaminer les autres, tu vois. Tu sais, il y en a un qui fait une mauvaise séance et du coup, après, les autres, ils vont, tu sais, et en fait, ça va dégrader la qualité de la séance de tout le monde. Donc, ouais, ça, je pense que effectivement, le fait d'avoir une bonne ambiance, c'est vraiment primordial parce que c'est pareil, mine de rien, ça demande beaucoup de ressources. Une séance, de musculation ou de force athlétique, peu importe, c'est assez fatigant. Et si en plus, tu as des éléments exogènes qui viennent te sortir de ta séance parce que il y a un monsieur avec un t-shirt orange qui vient de te demander de mettre ta serviette ou d'enlever ta magnésie, là, on va croire que je suis en procès contre Basic Fit. Mais non, non, c'est juste que voilà, c'est forcément des trucs en plus qui vont faire que bah, c'est peut-être moins plaisant de s'entraîner, quoi, c'est sûr. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment, faut pas le négliger. Et si vous vous sentez un peu concerné par ce genre de situation, voilà, faut aussi, voilà, voir si vous pouvez pas vous entraîner avec quelqu'un, même pour vous assurer, vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe de 15 gars, on est bien d'accord, hein, mais rien que d'avoir un partenaire d'entraînement, c'est quand même un truc c'est quand même un truc qui est sympa, je pense, et qui se met en place facilement. C'est-à-dire que c'est un sport qui grossit, et quand vous regardez un peu autour de vous, dans un basique, dans un fitness park, il y a des powers maintenant. Il y a des T'es mecs en plus. souplesse, alors qu'avant, il y avait Ouais. Roman qui était tout seul avec son impair. Et ça, Ah, c'est quand même une grosse différence. ça c'est pareil. Ça, c'est des choses dangereuses, là. Mais Euh, par contre, je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est important aussi de chercher à, je sais pas, à se renseigner et aller dans la salle associative de force qui est peut-être un petit peu plus loin parfois, faire l'effort. Il y a des très bons clubs dans toute la France. Faut pas avoir d'appréhension. Généralement, c'est des clubs familiaux. Tout le monde se connaît. Les gens se serrent la main, se disent bonjour. Ça change encore une fois des salles plus grand public où bah, c'est tellement des usines qu'en fait personne se parle. C'est pas possible. Il y a trop de monde, personne se connaît et puis tout le monde pense un peu qu'à sa gueule. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entraîner dans pas mal de sports, notamment la salle dans laquelle tu t'entraînes sous comment ça s'appelle, à Grenoble. Le SSM. Voilà, qui était super, t'es super bien accueilli, etc. C'est vraiment, ça donne envie de s'entraîner, quoi. Donc, même si t'as pas le matériel dernier cri, etc., l'ambiance et les gens qui sont là font que bah, tu as envie de t'entraîner et que, mine de rien, tu fais de meilleures séances. Donc, clairement. voilà. Allez vous entraîner dans des salles associatives, même à Nantes, il y a la salle de la Durentière. Il y en a certainement une pas loin de chez vous, donc il faut faire l'effort de se renseigner et Et allez-y. par contre, quand vous y allez, respectez les anciens, parce que sinon, ça se passera mal. Sinon, vous allez vous faire balancer sur un tatami parce que souvent, il y a une salle de lutte pas loin. Voilà. C'est ça. T'as la salle de lutte et t'as la buvette. Donc, quand tu mets salle de muscu, buvette et salle de lutte, Bah non, mais tu mine de sauves. rien, c'est pas des conneries parce que souvent, c'est des salles tu sais, municipales et donc en Ah, fait, bien c'est des sûr, bien complexes sûr. multisports, tu vois. Et nous, c'est pareil, hein, t'as la salle de force, mais à côté, t'as 30 Tchétchènes qui sont sur le coup comme ça, tu vois. Donc, oui, oui, c'est sûr. Ah, mais clairement, clairement. Je pense qu'on a fait globalement un peu le tour de cette idée du burn-out sportif. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à rajouter, mais je pense que voilà, c'est quelque chose je vais même être plus radical. Je pense que c'est même pas quelque chose que on peut rencontrer. Je pense que c'est quelque chose que chaque athlète va rencontrer avec une intensité plus ou moins élevée, évidemment, hein. On n'est pas forcément sur arrêter le sport, mais la motivation, c'est pas un flux constant. Ça, il faut bien en être conscient. Et puis voilà, si vous avez pu vous reconnaître dans certains des profils qu'on a pu décrire, si vous avez pu si votre, si votre système endocrinien fonctionne pas bien et que vous êtes déprimé, commandez des meilleurs compléments avec le code stratège sur NutriPure. C'est ça, Romain? Non. Non, si vous vous retrouvez justement dans ces profils, si ça a pu vous parler un petit peu, pensez bien voilà, que cette motivation n'est pas constante. Si vous avez pu essayer déjà des aspects programmation et que ça ne porte pas ses fruits, ben, il faut peut-être se poser des questions un peu plus radicales ou bien changer d'environnement d'entraînement. Évidemment, vous pouvez aussi, nous c'est aussi pour ça qu'on a créé un canal Telegram pour pouvoir échanger et puis se tenir un petit peu au courant. Et puis tout simplement, c'est un lieu d'échange. Donc voilà, c'est quelque chose qui semblait assez important pour nous.
Évidemment, si vous avez besoin de réagir, vous avez directement la section commentaires. Si vous souhaitez nous envoyer un message, n'hésitez pas non plus sur la plupart des réseaux sociaux. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, pensez bien à laisser un like, un commentaire et à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.